On passe tout de suite à l'exposé suivant, Vitaly, que je vais commencer à présenter le temps qu'il s'installe. Alors Vitaly Biluchev, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2018 dans un colloque à Bacău que nous organisions pour le CREM et qui ensuite, pendant 2 années, a été ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès de notre département Information et Communication ici à Metz, et donc au CREM, qui depuis cette année, comme il a fini son contrat, ces deux années de contrat, est enseignant contractuel en information et communication à l'université de Lille. Elle s'appelle l'université de Lille, je crois. Voilà, mais qui, amoureux du CREM, continue à travailler avec le CREM, et on est ravis de l'entendre et de le compter parmi nous, dans l'équipe Praximédia. Merci Pierre pour cette présentation. Je suis ravi d'être là devant vous, parler de sujets auxquels je me suis intéressé justement au CREM, aux jeux vidéo. Avant, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, je travaillais absolument pas sur ça, voilà, donc d'où peut-être je ne suis pas un vrai spécialiste de jeux vidéo, d'où peut-être vous allez peut-être voir les faiblesses de ma présentation, de mon travail, et ce qui serait pas suffisamment jeu spécialiste. Bon, non, voilà. En tout cas, j'ai essayé de faire produire quelque chose de cohérent et qui me semble intéressant. Le musée, je vais vous parler d'un musée, le musée Prokhorovka, qui se situe sur le lieu de bataille de Koursk pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est un musée qui se trouve dans la région de Belgorod, à une quarantaine de kilomètres, je crois, de la ville de Belgorod. Et du coup, j'ai connu ce musée aussi parce qu'on avait un partenariat avec l'université de Belgorod. Moi, en tout cas, voilà. Et on a essayé de faire un truc avec eux, mais bon, ça n'a pas marché à cause de la guerre, mais bon, c'est pas ça. Donc voilà. Du coup, là, je vais parler de ce musée-là et de présence de salles de jeu World of Tanks à ce musée, ce qui me semble très, très intéressant. Donc, je vais parler à la fois de la construction de la mémoire par les jeux vidéo et aussi, en quelque part, de la médiation culturelle dans le musée, mais pas uniquement. Je vais surtout, pas surtout, je vais aussi parler de l'instrumentalisation de l'histoire par un projet politique et par un projet idéologique qui utilise et le musée et le jeu vidéo comme outil efficace justement de cette instrumentalisation. Donc, je trouve aussi important d'expliquer aussi le contexte énonciatif dans lequel évolue la salle de jeu de World of Tanks, qui est ouverte à Prokhorovka. Alors, hop, voilà, ça c'est Alexandre Nevsky. Voilà, si vous connaissez tous sans doute ce personnage. Non, je plaisante. D'abord, un peu de contexte. Donc, les musées d'aujourd'hui sont généralement soumis à la logique participative, à l'injonction numérique aussi. Ni la Russie, ni le musée de Prokhorovka ne sont pas une exception à ces tendances. Mais la visée du pouvoir russe n'est pas seulement de démocratiser la culture en quelque part, ne pas le rendre plus accessible, ne pas seulement d'utiliser le musée dans la construction du récit historique, c'est tout à fait classique pour le musée aussi, mais de se servir, de servir plutôt son idéologie conservatrice par le musée. Bon, pour la médiation, on peut dire en Russie, il n'y a pas eu la loi de 2002, vous savez, la loi sur la médiation culturelle, où les médiateurs culturels doivent être présents dans n'importe quel musée, justement, en France, voilà, pour aider le public à s'approprier des œuvres. Il n'y a pas eu ça, bon, parce que là, la question n'est pas à s'approprier.
il n'y a pas eu ça. Par contre, la même année, je fais des petites parallèles. En 2002, il y avait en Russie, il y a eu la Douma russe adopte la loi contre l'extrémisme voilà, avec une acception très large de l'extrémisme qui a pour but de détruire tout discours qui n'accepte pas à se soumettre au projet du pouvoir. Donc on n'est pas du tout dans l'esprit de dialogue et d'appropriation pour le régime politique russe, voilà, mais à l'inverse, on est dans la pure logique de prescription. Tout se fait pour survivre justement le régime de Poutine, qui depuis 2008 devient un régime de plus en plus, avec le conservatisme de plus en plus assumé, qui est basé sur l'histoire glorieuse, avant tout militaire, et la mise en récit de la confrontation avec le monde occidental. Ce sont des fondements, les points fondamentaux de cette construction. Voilà. Aussi, quelques mots, parce que je pense que je ne veux pas avoir trop de temps. En Russie, c'est important de dire qu'il existe une véritable industrie du patriotisme, que ce soit le cinéma, que ce soit le jeu vidéo, dans le média aussi, ce sujet il est beaucoup exploité, l'école s'y-colle aussi. Voilà. L'Église orthodoxe participe aussi à cette construction d'un récit glorieux. Les associations et les clubs patriotiques aussi, qui vont enrôler des enfants, leur apprendre à aimer la patrie. Vous voyez bien cet enfant qui justement... Et c'est ce qui est bien sur les images que j'ai trouvées, voilà, le jeu, c'est Mikhail Saakashvili, le président géorgien, là, sur la gauche, en haut, avec le jeu. Gauche. Ouais. Le jeu qui a été créé en 2008, juste après la guerre en Géorgie, justement, Saakashvili est ridiculisé par ce jeu-là, par ce jeu de guerre qui est complètement orienté. Voilà, j'ai mis un film, comme on disait, blockbuster historique. Bon, voilà, ça ne va pas chercher trop loin, mais c'est l'idée de patriotisme là qui est beaucoup exploitée. Bon, je n'en dirai pas plus parce qu'on n'a pas trop le temps pour ça. Donc, le but de toute façon de tout ça, de se servir de tout pour renforcer l'impact de l'idéologie officielle. Le musée de bataille de Kursk ou le musée de Prokhorovka, le village Prokhorovka qui se trouve là-bas, devient un lieu crucial du coup de cette construction, mais pas le seul de cette construction de la mémoire patriotique qui est basée en fait sur les campagnes militaires, sur les batailles militaires, parce que là il y a toujours la confrontation avec l'Occident, non pas uniquement avec l'Occident, confrontation avec le monde extérieur, parce que là Kulikov 1380, ça c'est le Mongol, donc voilà c'est la bataille contre les Mongols. Borodino 1812, mais bon c'est le Français. On le raconte comment. Voilà, donc, et Prokhorovka, justement, c'est 1943, et un autre champ de bataille qui est emblématique par l'historiographie russe, par l'histoire russe voilà, officielle. Ce sont des lieux qui ont fondé l'identité russe contemporaine d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait quelques images de chaque de ces batailles-là. Voilà. Donc c'est pour ça ce qui est intéressant, musée de Prokhorovka, le troisième lieu, je le choisis parce que je suis allé, je connais un tout petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le musée de Prokhorovka, la technologie immersive, ils sont bien présentes là-dedans, et la salle de jeux vidéo aussi. Donc voilà, qui intègrent les collections de musées pour faire ressentir l'histoire, voilà, pour plonger dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a les activités du monde ludique, immersif, qui sont intégrées dans ce lieu de mémoire. Donc voilà, c'est un musée ordinaire aussi. Voilà, il y a 2000 objets qui ont appartenu
ou des civils de ce moment-là, des tanks, des uniformes, des lettres, des armes, des décorations, des objets de la vie quotidienne aussi. Vous voyez là par exemple on présente les lettres en version agrandie, donc il y a beaucoup d'objets avec une présentation tout à fait classique pour le musée. Bon, des équipements des militaires utilisés par les soldats et les civils soviétiques aussi en 1943. Donc tout ça, ça permet de plonger, ces objets permettent de plonger le visiteur dans le contexte. Donc voilà. Ce musée est classique, mais ce qui est important, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est sur le lieu même de bataille que ce musée est créé. Du coup, ça donne une espèce d'implication émotionnelle plus forte à tout ce qui se paraît, parce que c'est le lieu même où la bataille a eu lieu. Donc, et l'accent est justement mis sur cette implication émotionnelle, peut-être, y compris à travers l'usage des technologies numériques, des jeux vidéo. Donc, musée aussi, c'est un musée classique, mais il s'inscrit dans une tendance contemporaine qui répond aux injonctions au numérique. Dynamique participative et immersive, elle est bien présente aussi, et cherche à provoquer de l'implication. Du coup, le visiteur là devient acteur qui peut ressentir la guerre. Il ne coproduit pas le récit, bien sûr, mais le dispositif du musée lui permet de plonger dans le contexte fictionnalisé, bien sûr, romancé de 1943 à travers une mise en scène. Donc, mais voilà, il s'agit aussi d'un lieu ludique où l'histoire et la guerre deviennent un jeu en quelque sorte. Voilà. Du coup, le visiteur peut essayer les habits de combattants soviétiques de l'époque. Vous voyez là, sur la droite, c'est marqué s'abonner, mais en fait, c'est moi qui ai fait la capture d'écran. C'est pas marqué s'abonner normalement. Bon. J'aurais pas dû le dire. Voilà. Du coup, les enfants qui visitent le musée, ils mettent l'uniforme de 1943. Ils essaient les chaussures de cette époque. Donc voilà, comme ça, pour qu'ils puissent ressentir tout ça, de jouer le rôle, de jouer au combattant. Donc voilà. Un autre enfant qui est avec des armes. Bon, c'est pas les armes de 1943, mais c'est bon. Ils peuvent toucher, les visiteurs peuvent toucher, peuvent prendre, peuvent pas tirer vraiment, parce que là, sinon il y aura de dégâts. C'est pas le but. Donc voilà, mais ils peuvent. Ce qui est intéressant, on va au-delà de la Seconde Guerre mondiale dans cet esprit ludique, mais on va bien au-delà. On va vers c'est ce patriotisme, la patriotisation, encore une fois, parce que vous voyez le tankodrome qui était là sur la gauche, il y a des gens qui applaudissent les tanks qui font les pirouettes sur la piste, là. Les gens qui applaudissent, mais bon, là, c'est pas des tanks de 1943, c'est bien plus moderne, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent aller observer, regarder comment les armes, les blindés russes de maintenant, à quel point ils sont efficaces. Donc il n'y a pas que la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas que cette bataille qui se joue là-dedans. Bon voilà, immersif, parce que tout le monde, vous voyez, une fille qui peut se mettre là-dedans, qui peut essayer aller à l'intérieur, donc ça donne un côté immersif aussi. Et là, une autre photo que je trouvais, c'est la cantine, le café de ce centre muséal. Vous voyez, il y a des cartes de la bataille, il y a la douille, on ne va pas très bien, la douille d'obus, ça sert de vase pour les fleurs. Et aussi, ce qui est important, la vaisselle même. La vaisselle, c'est la vaisselle en métal. On nous dit que c'est la vaisselle, c'est exactement avec celle-là que les combattants ont mangé. Et du coup, vous pouvez vous mettre à leur place aussi avec ça. Bon, les rations militaires, les 100 grammes de vodka aussi de combattants, ça aussi, c'est donné là, celui-là. Donc voilà, on joue vraiment cette logique d'immersion, y compris dans la cantine. Donc voilà.
ce qui compte aussi, ce qui compte surtout pour nous, c'est justement la salle du jeu qui a été de jeux vidéo qui a été créée aussi pour le même souci, pour la même envie d'immersion. Donc le musée possède une pièce. Ils ont ouvert le 23 février 2014. Une pièce 23 février, c'est une date symbolique aussi parce que c'est le jour de l'armée, la fête de l'armée russe. À l'époque, c'était le jour de création de l'armée rouge, 23 février, qui est devenu la fête de l'armée russe. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le 24 février que la Russie allait attaquer l'Ukraine. C'était juste après le 23, donc voilà. Voilà. Et du coup, c'était ouvert le 23 février 2014 avec voilà pour l'espace, cet espace patriotique, voilà, en quelque sorte, avec le jeu. Donc sur le site de musée, on lit, j'ai lu qu'il y a un espace concerné à la présentation de cette salle. Il nous raconte que ce jeu permet d'apprendre l'histoire de la Russie. Donc on n'est pas là uniquement pour jouer, on est là pour apprendre l'histoire de la Russie, et revivre du coup aussi, parce qu'on peut jouer à cette histoire. Donc le problème, c'est que voilà, cette salle-là, il y a des ordinateurs qui sont posés, il y a quelques affiches de World of Tanks, et les gens peuvent venir jouer. Le problème, c'est que je ne me suis pas rendu dans cette salle-là. Je suis allé sur lieu voilà, mais dans cette salle, j'ai pas pu aller parce que il y a eu des contraintes, des imprévus. Voilà, ça aurait été intéressant d'aller voir à quel moment comment c'est intégré là-dedans, à quel moment les joueurs vont dans cette salle-là. Est-ce que c'est après avoir fait tout le tour et après, parce que là, si c'est le cas, c'est vraiment important, intéressant. D'abord, on a vu, d'abord, on a senti, perçu, et là, on va jouer à ça. Donc, je pense que voilà, c'est. Ou à un autre moment, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est un truc supplémentaire qu'on peut faire ou ne pas faire? C'est des questions qui peuvent se poser et qui sont assez importantes, auxquelles je n'ai pas pour l'instant de réponse. La durée de la partie, etc. Donc les réglages, il paraît que le réglage de jeu là, de jeu de World of Tanks, il est fait de manière pour qu'on puisse rejouer justement la bataille de Prokhorovka, parce qu'ils ont ça, ils proposent plusieurs batailles. Et là, on rejoue celle-là avec le compte renforcé, où justement on est assez fort pour pouvoir battre les nazis. Bon, c'est ça aussi le but aussi. Donc voilà. Donc il y a eu une modification qui se fait aussi là-dedans pour que le jeu puisse intégrer complètement les collections et les buts de les objectifs des collections de musées. Donc voilà. Là, je veux dire quelques mots de ce jeu quand même. Là, j'ai fait les captures d'écran de la bataille même, des lieux de Prokhorovka qui sont représentés dans le jeu. Là, c'est exactement, voilà, ils ont le studio Wargaming, c'est un studio bélarusse. Ils ont essayé de reproduire scrupuleusement les détails avec des historiens, avec des paysages, avec l'apparence des villages qui est exactement le même. Il paraît, voilà. Là, on se retrouve en fait pour que le joueur ou la personne et le visiteur de musée puissent se retrouver face à une copie virtuelle de champ de bataille. Et du coup, ça instaure des liens intertextuels évidents entre l'événement historique, le lieu où se trouve la personne et le lieu ludique. Donc, la reproduction exacte des détails, des paysages, de l'architecture, si vous voulez, des tanks aussi, parce que là,
il s'agit de 2 tanks. Je fais des captures d'écran, vous voyez, il y a une étoile, mais il s'agit vraiment de copies de tanks qui ont vraiment existé, ces deux-là. Et en plus, ils rajoutent des tanks qui ont existé, mais qui n'ont pas vraiment fait cette bataille. Mais voilà, cette envie permanente d'historiser, de faire de ce jeu un document historique de 1943, y compris de cette bataille-là. Des paysages, des modèles de tanks, des bruits même. Parce que là, on peut pas l'entendre, le bruit. Mais il paraît que dans la conception du jeu, ils aimaient pas trop le bruit qui est produit par le tank parce que ça faisait un peu faux, ça faisait pas suffisamment vraisemblable. Du coup, ils ont pris contact avec le musée de Deuxième Guerre mondiale de la ville de Minsk, en Biélorussie. Ils sont allés là-dedans, on a démarré le tank, exactement celui-là, le vrai pour eux. Ils sont mis là-dessus avec leur matériel pour pouvoir enregistrer vraiment les bruits de tank. Quand il avance, quand il tourne, les chenilles, etc. Donc, bon, tout ça, c'est fait avec la participation, bien sûr, avec l'aval du gouvernement bélarusse, parce qu'en Biélorussie, c'est un pays où Loukachenko gère tout, ses fonctionnaires. S'ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils n'auraient pas pu faire ça, parce que tout le musée appartiennent à l'État en Biélorussie. Donc voilà, le but, justement, c'est de se donner des moyens pour que jusqu'au dernier détail, chaque détail, ça soit la même chose pour faire un document historique. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce jeu là, dans ces jeux, c'est que la lecture patriotique en soi, pour les concepteurs du jeu et pour le jeu World of Tanks, la lecture patriotique russe ou biélorusse n'était pas la seule, c'était pas le but. Parce que le public, le cible, c'était un public international qui voudra bien jouer aux jeux de bataille, aux jeux de tank. Donc, au départ, le joueur est libre de choisir le tank, libre de choisir le matériel, libre de choisir les symboles. Il peut mettre une étoile rouge au pas et ne mettre aucune étoile, rien du tout, ou choisir ce qu'il veut. Donc l'objectif au départ ne consiste pas à rejouer l'histoire telle qu'elle s'est produite. Il est beaucoup plus libre. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait encore une fois des captures d'écran. Vous voyez, il y a un Panzer allemand. Là, vous pouvez jouer avec un Panzer allemand, être le tankiste qui va dégommer des autres avec le Panzer allemand. Là, il y a un tank tchèque. Voilà, c'est avec des emblèmes tchèques que je fais capture d'écran aussi. Je ne sais pas si l'historicité, peut-être c'est la personne qui a rajouté elle-même ce symbole-là. Après, vous voyez, il y a par exemple une place avec d'une ville avec le statut de Lénine, mais ça c'est pas Prokhorovka, c'est d'autres villes. Du coup, il y a beaucoup de décors qui sont différents, qui n'ont pas, qui peuvent s'enchaîner. Là, par exemple, il y a un village ou une petite ville dans les Alpes aussi. On est trop loin de Prokhorovka aussi. Donc voilà, on peut jouer dans ces différents contextes, différents paysages, avec le matériel qu'on veut choisir, qu'on souhaite choisir. Et d'ailleurs, quand on va jouer, cette appartenance à une armée soviétique ou autre, ou japonaise, allemande, ou peu importe, ça n'a pas d'incidence sur le jeu, parce que de toute façon, le jeu est fait juste pour que les gens puissent... Il y a une équipe verte, une équipe rouge. L'équipe verte doit gagner contre équipe rouge. Vous pouvez avoir de n'importe quel tank. Ce qui compte, en fait, c'est les caractéristiques techniques des tanks et pas l'appartenance à une armée. Donc voilà, ça n'a aucune coïncidence, en fait, l'armée que vous choisissez pour le jeu. Voilà. Donc...
la bataille historique n'est qu'un contexte, en réalité, pour le jeu World of Tanks, pour s'exercer au combat. Et c'est sans doute lié que initialement le public cible est plutôt international. Ce qui est intéressant maintenant, il y a eu une séparation entre World of Tanks qui est partie de la Russie, qui s'est installée en Europe, et une autre version qui est restée en Russie qui s'appelle Mir Tankov. Voilà, ça veut dire, c'est la traduction. Et du coup, même quand vous êtes, comment dire, vous avez votre compte, là, il n'y a pas longtemps, il vous force, soit vous allez de côté européen, soit vous restez de côté russe. Et du coup, voilà, il faut choisir parce qu'ils se sont vraiment séparés, mais le jeu continue à exister. Ce qui est intéressant, c'est comment ça va évoluer. Mais voilà, mais ce qui compte pour le musée, quand le jeu intègre le dispositif muséal, il devient un outil de construction du patriotisme. Le play, du coup, n'est pas le même que dans le contexte de départ, puisqu'on a bridé complètement le compte, on le soumet. On soumet le jeu aux objectifs des collections de musée de Prokhorov. Voilà. Donc, il y a des liens, en plus de ça, il y a des liens intertextuels qui se créent forcément avec les collections de musées pour le visiteur. Parce que la présence même sur ce lieu-là. Là, vous voyez, où on se balade soit en hiver, soit en été, je ne sais pas, dans ce champ-là, et on voit les tanks qui sont posés, et on l'a. Et on l'a exactement, on peut avancer avec un tank là-dedans. Et ça, je suis sûr, l'impact, il est bien plus important. On a vraiment l'impression de revivre l'histoire à travers cette immersion-là. Même la présence même de ça, de ce lieu, il connote, si vous voulez, le jeu. Donc le play n'est pas le même, le game non plus, du coup. Oui, le game, parce que justement, on adapte le compte. Ah ouais, j'aurais pas besoin de ce temps en plus. Le play n'est pas le même parce qu'on est là, on est présent et on va ressentir de manière complètement différente que quand on est devant notre ordinateur chez nous. Voilà. Donc le jeu, au final, même si c'est le même, il devient complètement différent. Il est perçu différemment, il est joué différemment. On nous donne à voir quelque chose qui est complètement différent, qui est adapté et qui est éditorialisé aussi. Donc ce qui compte, c'est cette éditorialisation du jeu qui se fait par le musée. Et cette éditorialisation qui sert les objectifs du gouvernement russe à travers le musée, qui est faire revivre l'histoire de la Russie, l'histoire héroïque de la Russie par les visiteurs, peut-être par les publics qui sont différents, qui seraient moins sensibles juste aux collections de musées qui sont exposées de manière classique. Voilà. La question qui pourrait se poser justement, à quel point le jeu parvient à garder son indépendance éditoriale quand même malgré tout ça. Mais le but, il est là, mais est-ce que le joueur, quand il arrive, est-ce qu'il a tout ça en tête? Est-ce qu'il le déjoue complètement? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là? Ça aurait été très intéressant. Bon, on n'est pas prêt de revenir là maintenant dans cette salle avec ce qui se passe, mais voilà, ça pourrait donner des éléments très, très précieux à analyser. Donc ça reste une question ouverte pour l'instant. Il n'y a que quelques éléments de réponse que je vous présente là et j'espère que c'était suffisamment clair et cohérent. Merci pour votre attention. Spasiba, merci beaucoup. Alors, quelques commentaires et une ou deux questions. Cet exposé revêt aujourd'hui, dans le contexte international, une saveur un peu particulière. Néanmoins, il me fait penser à ces recherches
historiques qui sont faites par des entreprises, je pense aux parcs historiques qui font de la fausse histoire de France, par exemple, je pense au Puy du Fou, qui est une histoire complètement reconstituée mais recréée, mais qui n'est pas inintéressante parce que ça permet de jouer avec l'histoire. Donc c'est un premier niveau de jeu. On joue avec l'histoire, avec la vérité, mais est-ce qu'il y a une vérité dans l'histoire? Vaste débat. Ça me fait penser aussi à un autre dispositif là qui est ni interactif, qui est immersif, mais qui n'est pas un musée à proprement parler, c'est l'Historial Charles de Gaulle que je montre à mes étudiants de master. C'est le parcours du général de Gaulle qui est reconstitué à partir d'archives historiques et d'archives médiatiques surtout, des images, des vidéos, et on peut voir. Ce qui veut dire que quand on est dans un contexte de relater l'histoire d'une bataille, l'histoire d'un pays, on a ou des éléments matériels qu'on a vus dans le musée, ou des éléments mémoriels qui sont médiatiques, ces reportages, ces photos, ces vidéos qu'on peut voir. Et on a aussi des éléments qui sont peut-être plus fictionnels et qui invitent le visiteur à faire l'expérience. Parce que ici, ce qui est intéressant, c'est non seulement la visite, c'est l'expérience. Autrement dit, on est entre le spectacle et le musée. La dimension spectaculaire, pas forcément que dans le musée, mais le musée dans toute son acception première, qui est la collecte, la présentation, la contextualisation, l'organisation, la sélection des objets et l'organisation selon une scénographie. Et ma première question, tu n'as peut-être pas directement les éléments de réponse parce que tu as dit que tu n'as pas pu aller dans une des salles, mais est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir sur les réseaux sociaux, de regarder un petit peu ce qui se dit sur Internet? Est-ce qu'il y a des comptes rendus de visite, des gens qui, sur leur page Facebook, ou à travers Twitter, ou à travers Instagram ou TikTok même, se mettent en scène et relatent? Et est-ce que tu as pu le faire? Et sinon, je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir le faire. Ça, c'était pas ma première question. Et la deuxième question, elle sera plus précise. C'est ce que je voulais poser la question, est-ce qu'on peut jouer l'ennemi? Mais tu y as répondu parce qu'on peut tout à fait choisir l'ennemi. Et donc ça, c'est très intéressant par contre, parce que ça permet aussi peut-être d'avoir des parcours où un coup on joue l'ennemi, un coup on joue le russe ou le soviétique, parce que là c'est plus les soviétiques que la Russie dont il est question, même si c'est en Russie. Et est-ce qu'au niveau du paramétrage de la session de jeu, est-ce que premièrement on peut choisir la saison? Alors j'ai plus le terme, tu pourras nous le redire, ce terme bien connu de la Russie et de tous ces pays de l'Est, qui est le moment où on est entre le printemps et l'automne, non, c'était entre l'automne et l'hiver, où il y a des situations de fonte ou de neige, avec une impraticabilité des terrains qui est stratégiquement important à éviter pour les armées. Et donc, est-ce qu'il y a ça? Et puis, dans l'expérience à proprement parler, à quel niveau d'expérience on est confronté? Tu as répondu en partie parce que tu as dit il y a du bruit, le son qui est prélevé sur un char du même type, même si ce n'est pas celui sur lequel on joue, qui a été prélevé en Biélorussie, je crois que c'était à Minsk, c'est dans un musée de Minsk. Mais moi, je n'ai pas fait l'armée, je ne suis jamais rentré dans un tank. Mais je me pose plusieurs questions. Être dans un tank, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est le bruit, c'est la chaleur, c'est le sentiment de puissance, la vibration. Est-ce que ce sont des éléments qui sont, à un moment donné, restitués pour constituer une expérience encore plus véritable, qui ne se contente pas d'être derrière un écran et faire champ contre champ, être dans la tourelle, être d'un côté ou l'autre du terrain où s'affrontent les tanks et les soldats, mais être carrément au cœur et de vivre une situation de déplacement et de bataille dans le tank. Merci.
Ok, merci. Bah, je pense que le mot c'est Rasputitsa, non je sais pas. Quand, la saison quand il fait entre hiver et été. Bon, voilà. Ouais, je vais répondre à cette question. Bah, je prendrai de le départ. Les comptes rendus des visiteurs. J'ai pas regardé ni Facebook ni Instagram ni. Et par contre, sur YouTube, j'ai essayé de trouver. Oui, il y en a sur YouTube. Il y a les personnes qui filment et qui mettent sur leur expérience. Voilà, c'est les vidéos de leur expérience, parce que moi j'ai essayé de trouver les vidéos vraiment de la salle. Donc voilà, mais j'ai pas fait cette étude des réseaux sociaux, de l'expression sur les réseaux sociaux proprement dit. Oui, par contre, j'ai fait voilà, sur justement, YouTube. Tu parles de YouTube, c'est intéressant, mais dans YouTube, il n'y a pas que la monstration de l'expérience, mais il y a aussi tous les commentaires, parce qu'il y a une dimension conversationnelle de plus en plus qu'on a sur YouTube. Et donc, pour le chercheur que tu es, ça peut représenter un intérêt d'aller dénicher là des éléments de compte-rendu d'expérience. Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est un travail tout à fait intéressant qui peut être mené, qui doit être mené. Moi, je me suis plus concentré sur le jeu, ce que le pouvoir veut faire dire à ce jeu-là. Et du coup, oui, il y a par exemple la personne qui montre là sur plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui montrent qu'ils sont contentes de retrouver la salle de World of Tanks en disant regardez, on peut jouer ici, on peut en plus jouer. Après, la dimension patriotique ou pas patriotique, adhésion ou pas adhésion à ça, je ne sais pas s'il a eu beaucoup de vues parce que les commentaires, c'était pas trop ça. Bah, peut-être ça n'a pas trop, ça a pas trop pris. Ce commentaire-là, mais voilà, pour moi, c'était plus un moyen d'accéder à cette salle sans y être. Voilà, sans passer par le site du musée. De toute façon, il n'y a pas de visite virtuelle de la salle, il y a juste les photos qui sont montrées, c'est un petit peu expliqué, mais voilà, sans plus. Donc voilà, ça pourrait être fait, bien sûr, ça pourrait être intéressant à faire, mais le travail de réception, c'était pas celui sur lequel je me suis concentré pour aujourd'hui. Choisir l'ennemi, ça dépend. Oui, j'ai dit qu'on peut. On peut choisir l'ennemi, mais dans les comptes qui est réglé là-dedans, la question qui reste ouverte, j'ai eu plusieurs versions. D'un côté, il y en a qui disent que le compte est bloqué, on est russe, attention, on ne parle pas de vraie histoire, on parle de la construction de l'histoire de la Russie, de la grande histoire de la Russie. On est russe quand on est dans ce temps-là, on n'est pas soviétique. On est soviétique, mais on est russe. On n'est pas soviétique-ukrainien, par exemple. On est russe-soviétique. Voilà, c'est l'histoire de la Russie, je veux dire. C'est pas l'histoire de l'URSS. Donc l'URSS, ça fait partie de l'histoire russe. Mais bon, là maintenant, on est là. On est voilà, pas géorgien ou autre. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de la Russie qui est construite à travers ce musée-là. Donc voilà, on peut choisir un principe, on peut choisir ce qu'on veut dans la version initiale en ligne. Là, la question qui reste posée, c'est que peut-être bien que dans cette version, on ne peut pas choisir. On doit rejouer la bataille de bon côté, de côté de soldats soviétiques, russes, etc. Donc on a des ancêtres, des personnes qui vont visiter le lieu. La saison pour la bataille, c'est assez simple parce que la bataille a eu lieu en été. Donc il n'y a pas de possibilité de choisir des saisons. Voilà, on est en été. On rejoue vraiment la scène en été. On n'essaye pas différentes, comment dire, les variations de météo. Il y a pas. Expérience de odeur, bruit, vibration. Comme tu as justement dit que c'est important pour comprendre, d'un côté, pour comprendre, se mettre à la place de la personne, essayer de ressentir le réel de la guerre, de la bataille. C'est très intéressant, très important. Mais ce que je voulais dire, d'un côté, là on joue le jeu, c'est juste une salle informatique, il n'y a pas ces effets dans cette salle-là. Mais d'un autre côté, si on va dans le musée, justement, ce côté immersif, par exemple, quand il y a des visites, lors des visites, les visiteurs, quand ils avancent dans les salles, habillés avec les habits soviétiques, là, il y a des sifflements de balles.
Voilà, parce que voilà, là il s'agit de ça. Bruit aussi, il y a des voix, il y a des bruits, il y a vibrations, je sais pas, peut-être bien, mais en tout cas voilà, j'ai entendu, j'ai vu qu'il y a le sifflement de balles qui sont imitations de sifflements de balles pour justement pour que ça soit beaucoup plus immersif. Après, je voulais dire par rapport à ça aussi. Il y a des limites à cette immersion, parce que cette immersion, elle est construite, elle est partielle, parce que le but de ce musée, c'est de ne pas ressentir les horreurs de la guerre. Le but, c'est de montrer le sacrifice du peuple russe soviétique, mais aussi de... Comment dire, jouer avec le sentiment de patriotisme tout puissant. Nous, on est le plus fort. Nous, on a quand même, c'est quand même le lieu de bataille le plus important de chars militaires de toute l'histoire. Nous, voilà, on est tellement fort face à l'Occident que de toute façon. Et du coup, montrer les horreurs de la guerre, et c'est ça qu'on peut reprocher à cette construction-là, ce n'est pas le but. Ça n'est pas montré. Et du coup, en général, cette vision de la guerre, quand je parlais des films, même le T-34, là, quand ils ont sorti, mais on a l'impression que tout est tellement facile que il y a 3 personnes dans leur tank qui se baladent et les Allemands tombent par centaines alors que ça leur demande aucun effort. Voilà. Donc voilà, il y a cette vision que la guerre, en fait, nous, on l'a gagnée cette guerre parce que c'est nous, parce qu'on est fort. Après, qu'il y a des millions de morts, qu'il y a vraiment le sacrifice, là, on préfère ne pas trop le dire, parce que ce qui compte, c'est de servir le patriotisme, cette exaltation. Nous, on est vraiment le plus fort. Poutine il nous dit à plusieurs reprises, il l'a redit il n'y a pas longtemps, les Russes ont des gènes des vainqueurs. Voilà. Là, on est vraiment dans le logique essentialiste, là, il n'y a pas plus. Hein. Gène des vainqueurs. Là maintenant, il le redit, même pour la guerre en Ukraine il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il a commencé, peut-être parce qu'il y a des gènes de vainqueurs. Donc voilà, il y a aussi le matière code culturel, qui, c'est incroyable aussi, qui apparemment maintenant qui va être introduit dans l'école. Donc voilà, le but c'est de montrer, les Russes ont gagné parce que les Russes ont des gènes de vainqueurs. Après, les horreurs de la guerre, bon non, c'est pas des humains comme les autres. Oui, ils souffrent peut-être, mais ils souffrent pour la patrie, donc c'est pas trop grave peut-être. Donc voilà. Oui, le curseur est bien du côté de la propagande, là on est clair. Je voulais juste faire une remarque, parce que quand tu as parlé de balles qui se passent au-dessus de la tête des visiteurs... Excuse-moi Pierre, je pense qu'on va devoir terminer là, parce qu'il faut qu'on aille au Crous. Merci. 15 secondes. Je voulais juste partager avec vous une expérience que j'ai faite il y a quelques années dans un musée qui n'existe plus à Londres, qui était le musée des images en mouvement, où je me suis retrouvé avec une jeune femme qui était habillée à l'époque Valentino, qui m'expliquait que Rodolphe Valentino était souffrant et qui m'a demandé, et on a demandé aussi aux autres, de vouloir venir jouer le rôle avec elle. Et puis, un peu plus tard, dans une autre pièce, je me suis retrouvé dans un train de l'époque soviétique où des soldats déguisés en soldats soviétiques hurlaient des choses en russe ou je ne sais pas dans quelle langue, mais qui nous invitait à vivre une situation. Autrement dit, on peut aller un peu plus loin, indépendamment de la propagande, dans la restitution de la véridicité de l'expérience, en faisant du lien avec le théâtre. Voilà. Merci à tous.